Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans notre bulletin d'information hebdomadaire Asie à la Une. Voyons tout de suite les grands titres de l'actualité de cette semaine. En Asie, la flambée des prix inquiète l'ONU. La Chine resserre son étau sur l'information. Et en deuxième partie du journal, ne manquez pas notre sélection internationale. La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, s'inquiète de l'impact de la flambée des prix des denrées alimentaires dans toute l'Asie. L'agence internationale invite les gouvernements de la région à créer des réserves pour pallier à une éventuelle pénurie. Le responsable de l'Agence alimentaire des Nations Unies en Asie affirme que la hausse des prix n'entraînera pas une crise comme celle de 2008. Mais à l'avenir, les gouvernements devront prévenir tout ce qui pourrait augmenter davantage les prix. Hiroyuki Kunama, chef de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Asie, affirme que les conditions sont inquiétantes, mais elles ne mèneront pas aux émeutes mortelles causées par la famine il y a 2 ans. L'indice des prix alimentaires a augmenté, mais la situation générale est bien meilleure qu'en 2008. La hausse de l'indice des prix des denrées alimentaires découle de la hausse du riz et de l'huile culinaire. Ce qui, d'une façon générale, n'est pas aussi grave que la dernière fois. Les prix du blé et du maïs ont grimpé d'environ 50% l'année dernière, alors qu'aux États-Unis, le soja a subi une augmentation de plus de 30%. Les gouvernements prennent des mesures pour lutter contre l'inflation, pendant que les inondations dans la région australienne ont laissé des pays comme l'Indonésie, situés au rang de 2e importateur de blé, à la recherche d'approvisionnement. Par ailleurs, la Chine a abandonné ses intentions d'importer des millions de tonnes de maïs onéreux, alors que la Corée du Sud a réduit ses tarifs d'importation afin de compenser l'impact de la flambée des prix sur les consommateurs. L'année dernière, en Inde, le prix des légumes a augmenté de 70% et le gouvernement, en subissant l'inflation alimentaire la plus élevée de la région, devra reconsidérer ses échanges de produits de première nécessité. Aux Nations Unies, Kunama déclare que les gouvernements devront probablement agir encore plus. Les restrictions des exportations ont créé en réalité beaucoup de réactions négatives sur le marché. Il est donc très important à l'importation des aliments de produire un stock tampon suffisant. Chaque pays devrait en créer un qui soit conséquent pour parer à toute pénurie. Des gouvernements comme la Corée du Sud dynamisent l'offre alimentaire avant les vacances du Nouvel An lunaire le mois prochain, alors que la hausse des taux d'intérêt pourrait se répercuter ailleurs et l'inflation sur les produits alimentaires et énergétiques s'intensifier. La mobilité des populations est devenue un problème insupportable dans la capitale indonésienne de Jakarta, la 11e ville la plus peuplée de la planète. Le gouvernement se penche sur un nouveau concept, le Grand Jakarta, qui réorganiserait les voies d'accès à la métropole en plusieurs zones périphériques et désengorgerait ainsi les artères de circulation. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, est une mégapole de plus de 20 millions d'habitants qui attire les gens de diverses régions. En plus d'abriter le gouvernement central, Jakarta représente le centre éducatif, économique et industriel du pays et 80% des fonds monétaires de l'Indonésie circulent dans cette ville. La concentration du développement à Jakarta a créé un certain nombre de problèmes, tels que les embouteillages monstres alimentés par une population qui ne cesse de croître. L'évolution du schéma de la ville de Jakarta est devenue beaucoup plus difficile à contrôler. Le gouvernement note que la densité de la population urbaine de Jakarta a atteint 14 000 personnes par kilomètre pour une population totale de 9,6 millions au début de 2011. Le président indonésien Susilo Bambang Yudhoyono a proposé un concept du Grand Jakarta pour répondre aux défis de l'affluence de la population vers la capitale. Selon les chiffres du recensement 2010 qui viennent d'être enregistrés, la population totale s'élève à 237 600 000 personnes, soit une augmentation de 32,5 millions depuis l'an 2000. Le concept du Grand Jakarta est calqué sur Tokyo, la capitale du Japon. Il élargit la zone de la capitale, puis divise et sépare les fonctions gouvernementales afin de répartir la population sur une plus grande surface. Ce concept devrait étendre la capitale jusqu'aux villes de Sakhauni, Karawang, Puarat et Cirebon. Ces villes ont été choisies parce qu'elles se trouvent à quelques heures de Jakarta. La densité de leur population est aussi moindre et leur infrastructure se prête à soutenir une telle croissance.
La population et les rassemblements pour les célébrations dans cette ville sont déjà trop denses. Eh bien, si Jakarta peut s'étendre davantage, cela permettra une répartition des attroupements. Si la répartition des attroupements, cela signifie que la mobilité humaine devient plus fluide. Ce concept peut être une solution pour contourner le problème des embouteillages à Jakarta. Le concept du Grand Jakarta a été salué chaleureusement par les citoyens de la ville. Je soutiens vraiment ce projet. Aujourd'hui, le trafic à Jakarta est saturé, comme vous pouvez le constater. L'Indonésie devait déplacer sa capitale vers l'autre île de Java en 2010. Mais la réalisation de ce plan d'aménagement aurait demandé 13 à 15 ans. Une attente aussi longue était impensable car le développement tant actuel que futur de la ville exige plus que jamais des interventions immédiates. Cette année, une école de Singapour a choisi de mettre les manuels d'enseignement de côté en faveur de l'iPad. Cette petite tablette électronique plus légère et plus mobile que les manuels et les cahiers semble convenir parfaitement pour l'enseignement et pourrait devenir l'outil pédagogique de demain. Dans le but de changer les méthodes d'enseignement et d'apprentissage dans ces salles de classe, l'université pour filles de Nanyang à Singapour a remplacé ces manuels par l'iPad. L'école a offert 150 iPads pour un essai à un certain nombre d'étudiants et d'enseignants. Pour ces étudiantes chanceuses, les manuels et les cahiers lourds font désormais partie du passé. Elles peuvent dorénavant se balader sur le campus avec leur iPad, en élargissant leurs connaissances tout en se divertissant. Je pense que c'est une nouvelle expérience et bien sûr, comme le pensent mes autres camarades, c'est plutôt amusant. Aujourd'hui par exemple, lorsque je suis arrivée à l'école, de nombreuses étudiantes jouaient avec leur iPad et essayaient de nouvelles applications. Comparé aux livres qui sont très classiques, je pense que l'iPad est une nouvelle approche. Donc je suppose que beaucoup d'entre nous trouveront très amusant et ingénieux cette expérience passionnante. Pour la conseillère d'éducation Xiao Yang, l'iPad est arrivé au bon moment. Nous avons constaté que c'était un très bon dispositif d'apprentissage personnel, extrêmement mobile, léger et facile à utiliser. Je pense que si vous vous adressez aux filles, vous réaliserez qu'elles n'ont pratiquement pas besoin de formation. Pour rire, les enseignants mettront sans doute plus de temps à s'y habituer. Justement, cela semblait être le dispositif que nous cherchions et nous étions heureux qu'il ait vu le jour. Nous avons donc saisi l'occasion de l'utiliser. L'école se donne un an d'essai et déclare que leur objectif principal est de changer le mode d'éducation des jeunes élèves. L'iPad est un aspect de la question, mais notre objectif final est de changer l'enseignement et l'apprentissage en classe. L'utilisation de l'iPad soulève quelques inquiétudes chez les parents et les enseignants. Nous sommes très heureux de ce dispositif. Bien sûr, certaines questions nous préoccupent et nous inquiètent. Nous devrons nous assurer que les filles aillent bien sur des sites appropriés. Veiller à ce qu'elles ne deviennent pas trop dépendantes et n'en abusent pas. Effectivement, nous avons rencontré les parents et avons débattu sur ce sujet. Et les parents apporteront leur soutien pour nous aider à éviter ces problèmes. Selon le ministre de l'Éducation de Singapour, dans le pays, une seule école primaire et 3 écoles secondaires essaieront les iPads. Ouvrons maintenant notre dossier Chine. La semaine dernière, Reporters sans frontières affirmait être choqué par les nouvelles directives émises par le département de propagande du régime chinois. Le gouvernement communiste semble effectivement vouloir restreindre les reportages sur des thèmes liés au marché de l'immobilier, aux désastres naturels et même aux problèmes de transport lors du Nouvel An chinois. Au début de cette nouvelle année, les différents médias chinois ont reçu du régime communiste de nouvelles directives déterminant les sujets à couvrir ou non durant cette année. Reporters sans frontières, situé à Paris, dévoilait ces directives la semaine dernière. Ces défenseurs de la liberté de la presse affirment que ces ordres ont été donnés oralement aux journalistes par le département de propagande du régime chinois et sont considérés comme des secrets d'État. Parmi les nouvelles restrictions de reportage, beaucoup ont pour but de s'assurer que la politique du parti ne soit pas remise en cause. Par exemple, lors des reportages sur les incidents de masse, c'est-à-dire les manifestations à grande échelle, ne pointez pas le Parti communiste ni le gouvernement. Ou encore, lors de reportages sur des affaires de corruption de fonctionnaires, ne discutez pas de la question de la réforme politique et ne vous opposez pas au gouvernement. D'autres directives ont pour but de guider l'opinion publique sur des sujets brûlants comme le marché de l'immobilier, les écarts de revenus et les problèmes d'emploi. Sur la question sociale des démolitions forcées croissant sans cesse dans le pays, cette directive affirme « Dans les cas de démolition violente, ne rapportez pas les cas de suicide ou d'automutilation des victimes tentant de protéger leurs biens.
Les médias nationaux ont aussi reçu pour consigne de limiter le nombre de reportages sur les désastres naturels. Même le thème, apparemment anodin, des problèmes de transport lors du Nouvel An chinois est devenu tabou. Reporters sans frontières a exprimé sa consternation au sujet de ces nouvelles directives. Le groupe affirme que le régime chinois active sa pratique habituelle de censure des médias et de contrôle de l'information. Directive du régime chinois concernant les reportages. N'accusez pas le Parti communiste pour les manifestations de masse. Ne discutez pas de réformes politiques dans les cas de corruption. Dirigez l'opinion publique sur le marché de l'immobilier, l'emploi, etc. Ne rapportez pas les suicides suite aux violentes démolitions forcées. Limitez les reportages sur les désastres naturels. Si la liberté d'expression semble toujours poser un problème dans l'Empire du Milieu, la diversité ethnique et la liberté de croyance continuent d'être sévèrement réprimées. Selon le rapport 2010 du CTDHD, le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie, un organisme non gouvernemental, le régime chinois continue à bafouer les droits de l'homme au Tibet. Le CTDHD affirme que plus de 800 prisonniers politiques sont toujours détenus au Tibet. Le Centre tibétain pour les droits de l'homme et la démocratie a publié son dernier rapport annuel au début du mois de janvier. Le CTDHD, un groupe basé à Dharamsala dans l'état de Himachal Pradesh, une région au nord de l'Inde, accuse le régime communiste chinois de violer à longueur d'année les droits des Tibétains. Ce rapport indique que le régime chinois a ciblé d'éminents écrivains tibétains, des blogueurs, des intellectuels et des personnalités culturelles. Le porte-parole du Centre des droits, Tenzin Dorje, souligne que beaucoup d'entre eux sont inculpés à tort de criminels. Grâce à ce rapport, nous dénoncerons la propagande propagée par la République populaire de Chine. Nous espérons qu'un public plus large puisse lire notre rapport et être au courant des réalités à l'intérieur du Tibet occupé par la Chine. Fin 2010, le nombre connu des prisonniers politiques tibétains s'élevait à 831 et moins de la moitié d'entre eux ont été condamnés de façon légale par les tribunaux chinois. 12 Tibétains sont actuellement condamnés à perpétuité. Nous aimerions demander aux différents gouvernements, ainsi qu'aux représentants des droits de l'homme des Nations Unies et aux ONG internationales, de poursuivre activement la libération des prisonniers politiques tibétains. Ils souffrent beaucoup dans les divers centres de détention et les prisons du Tibet. Nous en appelons donc à ces organismes internationaux et les exhortons à agir rapidement. Le rapport dénonce également les nouvelles restrictions sur le mode de vie des Tibétains. Il cite les lois promulguées par le régime chinois visant à contrôler la vie religieuse dans la région principalement bouddhiste. Il critique également la politique éducative menée par la Chine qui conduit à remplacer la langue tibétaine par le mandarin dans des écoles locales. Depuis plus de 60 ans que la Chine règne sur le Tibet, les violations des droits humains au Tibet par le Parti communiste chinois ont été largement médiatisées. Le Dalai Lama, chef spirituel tibétain en exil, prône une autonomie limitée dans la région, tandis que d'autres Tibétains font pression pour une indépendance complète. L'une des 3 compagnies de Shenyun Performing Arts a entamé sa tournée asiatique en commençant par la Corée. L'un des organisateurs locaux du spectacle a déclaré que le consulat chinois avait tenté d'empêcher les représentations d'y avoir lieu. Le dimanche 16 janvier, avant l'arrivée de Shenyun en Corée, les organisateurs se sont joints aux citoyens pour condamner ces tentatives du consulat chinois entravant les lois et les valeurs coréennes. La compagnie internationale Shenyun Performing Arts a débuté la partie asiatique de sa tournée à Busan en Corée. Mais selon l'un des organisateurs de l'événement, la compagnie a rencontré des pressions avant sa première représentation. Les 19 et 20 janvier, la compagnie Shenyun Performing Arts devait se produire au centre culturel de Busan. Mais le consulat général représentant le régime communiste chinois en Corée a exercé des pressions pour que la municipalité annule le contrat de location du théâtre. Dimanche dernier, l'association Falun Dafa de Corée, co-organisatrice de l'événement, a condamné cette tentative d'interférence lors d'une conférence de presse en face du consulat général chinois à Busan. C'est un manque de respect pour les habitants de Busan et le gouvernement coréen. Il s'agit d'un acte pernicieux faisant fi des critères internationaux.
NTD Télévision est l'un des partenaires de nombreux spectacles de Shen Yun dans le monde entier. Ce n'est pas la première fois que le régime chinois essaie d'empêcher les représentations de Shen Yun d'avoir lieu. Des dizaines d'interférences des consulats chinois ont été enregistrées dans le monde entier, y compris par le département d'État des États-Unis. Malgré ces perturbations, Shen Yun Performing Arts a été chaleureusement accueilli à son arrivée à Busan. Le directeur adjoint de la compagnie, M. Guan Guimin, a expliqué au journal Epoch Times que la mission de Shen Yun est de redonner vie à la culture traditionnelle chinoise et que cela effraie complètement le Parti communiste chinois. L'association Falun Dafa de Corée a déclaré que la rupture de contrat du centre culturel de Busan n'était pas recevable. L'association a alors demandé une notification du tribunal qui a permis aux représentations d'avoir lieu comme prévu. Passons maintenant dans la deuxième partie de notre journal, à suivre dans un instant. Les meilleurs parachutistes du monde participent à une compétition à Dubaï. Le Salon du vélo de Londres remporte un franc succès. La 3e exposition internationale de bijoux à Téhéran. Pour ouvrir notre page internationale, rendons-nous aux Émirats Arabes Unis. Des centaines de parachutistes venus du monde entier sont arrivés à Dubaï la semaine dernière pour la plus grande compétition de parachutisme du monde. Nos correspondants étaient sur place et nous ont rapporté les impressions de quelques-uns de ces hommes volants. Les meilleurs parachutistes du monde ont décidé de se rendre à Dubaï la semaine dernière pour le 2e championnat international de parachutisme et la Coupe du Golfe. Bien que la concurrence ait été féroce, les participants ont trouvé le temps de découvrir les sites qu'ils ont survolés du ciel. C'est vraiment rare que nous nous trouvions près d'une ville. En général, je me trouve au milieu de nulle part, isolé. De ce fait, sauter et voir la plage, les bâtiments, juste là, est tout simplement incroyable. L'événement du 10 jours a vu 419 concurrents représenter 41 pays. C'est le championnat le plus riche et le plus grand jamais organisé. Il a été organisé par l'Association de l'aviation et du parachutisme des Émirats arabes. Pour garder un haut niveau, la compétition propose un mélange de disciplines comme le canopy piloting, l'atterrissage de précision et le saut de groupe. Quand les concurrents présentent leurs techniques aux juges, la vitesse, la distance et la précision comptent également dans les points à marquer. C'est fascinant de voir les différentes techniques qu'ils utilisent pour faire voler leur corps et leur parachute. Des prix d'une valeur totale d'1 million de dirhams, soit environ 237 143 €, seront remis aux parachutistes émérites à la fin de la compétition. Allons maintenant nous balader au centre d'exposition Excel de Londres. La semaine dernière, on pouvait y voir plusieurs salons qui coexistaient en même temps. Nos correspondants sur place sont tout particulièrement intéressés au Salon du vélo qui a remporté un franc succès. C'est la première année que le Salon nautique et le Salon du vélo exposent ensemble. C'est la première fois que l'exposition a lieu de cette façon dans le cadre du salon des activités de plein air et du salon nautique. Je pense que ce qui distingue ce salon de la plupart des salons sportifs, c'est de pouvoir rencontrer ce public qui s'intéresse à la fois aux bateaux et aux vélos. Une piste permet d'essayer les vélos. Les pilotes professionnels de Mountain Bike Trial, Martin Ashton et son équipe, étaient là pour faire la démonstration de sauts et autres tricks. Nous sommes ici pour les 4 jours du salon et je suis très enthousiaste. C'est un des salons qui semble vraiment devoir se développer. C'est agréable d'être à l'intérieur. Habituellement, je suis sous la pluie. Je suis habitué à me faire tremper au Royaume-Uni. C'est vraiment passionnant et j'attends la suite de la journée avec impatience. Le cyclisme est certainement moins cher que de rouler en voiture. De nombreuses personnes s'intéressent au cyclisme parce que le prix du carburant est très élevé. Vous savez, un vélo électrique va faire 32 km pour 1 centime, alors que, comme vous le savez, le litre d'essence est à plus de 1,50 € et augmente toujours. De ce fait, il y a effectivement un grand engouement. Vous savez, le marché est comme ça. Nous venons de l'industrie informatique. Nous sommes sortis de l'industrie informatique pour entrer sur le marché du vélo. Il existe un nouveau vélo poids-plume qui rendra également votre porte-monnaie très léger. Environ 9 000 € pour le cadre et la fourche, et le faire monter ici reviendra à 12 500 €. Ce vélo est le plus léger du monde. Le cadre et la fourche pèsent 675 grammes.
Les cyclistes et les spectateurs enthousiastes trouveront de quoi se divertir ici au Excel London. NTD, Londres. Nous vous emmenons maintenant dans la capitale iranienne, Téhéran, où s'est déroulé le 3e salon international de bijoux en or. Des entreprises nationales et étrangères venues d'Italie, d'Inde, de Finlande et de Turquie, parmi bien d'autres pays, présentaient des centaines de joyaux. Nos correspondants ont ramené de quoi faire briller nos yeux. Regardons. Le mois dernier, à l'occasion de la 3e exposition internationale de bijoux en or à Téhéran, il y avait une certaine affluence dans ce monde étincelant de l'or et des pierres précieuses. Mais tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. L'extraction moderne et les progrès de la technologie, présentés à l'exposition, ont été l'étincelle qui a attiré l'attention de certaines personnes. La diffusion de l'exposition par les médias tels que la télévision par satellite et Internet ont accentué la demande en bijoux de toutes sortes en Iran. Les industries de l'or et des pierres précieuses travaillent dur pour répondre à la demande. Des expositions comme celle-ci sont des opportunités pour l'Iran de présenter les nouveautés de l'industrie nationale des pierres précieuses. Il s'avère que même brutes, les pierres précieuses paraissent belles. Ces cabines populaires exposent de la turquoise domestique, de la cornaline, de l'émeraude, des rubis, du quartz et de l'azur en provenance des mines iraniennes. Mais la pierre iranienne la plus renommée est appelée turquoise de Neshabour. Elle est célèbre pour sa beauté et sa rareté unique. Traditionnellement, en Iran, la fonctionnalité et la décoration sont toujours de pair quand il s'agit de bijoux. En plus de protéger les gens des énergies négatives et du pouvoir de guérison qu'elles ont, l'or et les pierres précieuses constituent un système de protection des actifs du pays en temps de crise monétaire. L'une des 3 compagnies artistiques en tournée mondiale de Shenyun Performing Arts était la semaine dernière à Toronto, la capitale économique du Canada. 5 représentations ont été données dans la prestigieuse salle Sony Center for the Performing Arts. Conquis par ce spectacle hors du commun, les spectateurs nous ont donné leurs impressions. De nombreux spectateurs enchantés ont commenté à leur sortie le spectacle Shenyun à l'une des représentations de Toronto au Canada. Chaque tableau de ce spectacle est vraiment captivant, tellement beau. C'est un vrai travail de professionnel. La théâtralité et la musique, c'est très beau. Et tout cela tourne autour des danseurs, à chaque pas. Natalia Emner est la directrice artistique de l'Académie du ballet classique russe. Toutes les chorégraphies sont très belles et les danseurs époustouflants. C'est phénoménal de voir le Bouddha, l'esprit du Bouddha sortir du décor et entrer en scène. C'est fantastique. C'est beau, haut en couleur, avec une signification profonde. J'ai rédigé un commentaire. Cette Chine est éternelle. Il espère que Shenyun puisse continuer à diffuser cette culture pleine de sens. Créer des liens afin de construire un avenir meilleur, pas seulement pour la Chine, mais pour le monde entier. NTD, Toronto, Canada. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très bonne semaine. Au revoir.